De sa fondation le 21 avril 753 avant Jésus-Christ à sa disparition en l'an 476, Rome aura donné naissance à un important genre cinématographique, le péplum. La capitale italienne inspire des dizaines de metteurs en scène et connaît deux âges d'or. Le premier en Italie entre les années 10 et le milieu des années 20, et le second à Hollywood entre 1951 et 1964. L'histoire de l'Antiquité romaine s'étend donc sur plus de 1000 ans. Selon les érudits latins, le descendant d'une famille troyenne, Romulus, aurait fondé Rome après avoir tué son frère Rémus. Entre 753 et 509 avant notre ère, 7 rois dirigent la ville. Nous les surnommons les rois étrusques. En 509 avant Jésus-Christ, la monarchie de Tarquin chute. Ce dernier choisit l'exil face au soulèvement du peuple et à la mutinerie de l'armée. Une république est instaurée. Elle durera jusqu'en l'an 27 avant Jésus-Christ et la nomination d'Octave à la fonction d'empereur. Dès lors, Rome devient un immense empire s'étendant sur l'ensemble de l'espace méditerranéen durant 3 siècles, avant de connaître un lent déclin. En 476, le général germain Odoacre s'empare de Rome et pousse l'empereur Romulus Augustule à abdiquer. Je vous propose donc d'analyser l'évolution de la puissance romaine au fil du temps à travers l'étude de 3 péplums emblématiques. Spartacus est la République confrontée à une tentative de soulèvement populaire. Cléopâtre est la tentative d'union entre la reine d'Égypte et le consul Marc-Antoine. Et Gladiator est le règne de l'empereur Commode. 3 films pour comprendre l'évolution de Rome sur grand écran. Générique. Sorti en 1960, Spartacus connut une production mouvementée. À l'origine, Stanley Kubrick ne devait pas réaliser le film. En effet, une partie des scènes ont déjà été filmées par Anthony Mann avant son licenciement, suite à un désaccord avec le comédien Kirk Douglas. Mann participe donc à 2 semaines de tournage. Insatisfait du résultat, l'acteur principal demande à Stanley Kubrick, avec qui il a déjà collaboré en 1957 sur Les Sentiers de la Gloire, de lui succéder. Le réalisateur accepte de concrétiser cette œuvre de commande. Le scénario est rédigé par Dalton Trumbo. Un élément notable à son sujet, le scénariste a été placé sur la liste noire d'Hollywood en raison de son ancienne appartenance au Parti communiste. Son orientation politique imprègne donc la transposition du personnage historique à l'écran. Adaptation du roman d'Howard Fast, Spartacus met en scène un esclave se rebellant contre la République romaine. L'action se déroule lors de la Troisième Guerre servile entre l'an 73 et l'an 71 avant Jésus-Christ. La scène d'introduction de Spartacus décrit Rome au sommet de sa puissance, mais rongée par la maladie de l'esclavage. En ce 1er siècle avant Jésus-Christ, la République connaît en réalité une période de trouble. Plusieurs soulèvements d'esclaves se sont produits par le passé en Sicile, entre 140 et 132 avant Jésus-Christ, puis entre 104 et 100 avant Jésus-Christ. Spartacus n'est donc pas le premier à entreprendre une rébellion. Rome use de la violence pour réprimer toute tentative d'opposition à son règne. Spartacus se voit violemment frappé et plaqué contre un rocher. Un marchand d'esclaves nommé Batiatus achète le rebelle. Ce dernier, emmené dans une école de gladiateurs, apprend qu'un bon guerrier peut vivre entre 5 et 10 ans et bénéficier de la présence d'une femme. Marqué au fer, Spartacus est regardé par 2 jeunes romaines de haut rang comme d'une bête en cage. Le sentiment de toute puissance s'exprime par un mépris de classe. L'esclave Vaninia est acheté par le sénateur Crassus. Achetés, vendus ou placés au milieu de l'arène, les esclaves se mettent au service de leur maître ou doivent les divertir. Le combat des gladiateurs représente un événement important auquel tout Romain se doit d'assister pour son caractère distrayant. La République romaine tente d'imposer sa domination par une démonstration de force des troupes. Le sénateur Crassus vante auprès de l'esclave Antoninus la grandeur de l'armée.
Rome la puissante, la majestueuse, la terrible, déclare Crassus. Le colosse qui domine le monde du levant au couchant. Nul ne peut résister à Rome. Personne, aucun homme ni aucune nation, et moins encore un jeune garçon, ajoute-t-il à l'adresse d'Antoninus. Le seul moyen de survivre consiste à servir Rome. Pourtant, derrière ce discours à la gloire de la République se dresse une conscience de sa fragilité. Crassus explique à son allié Glabrus sa conception du régime. Un jour, je referai de Rome la ville pure et fière de mon père. Je restaurerai les traditions qui ont fait sa grandeur, dit-il. Selon Crassus, fils d'un sénateur, le régime vit une période de décadence morale. Un constat partagé par Gracchus, son adversaire politique. Devant l'Assemblée, il déclare « La République ne s'est pas encore relevée de 20 ans de désordre intérieur et a eu à faire 2 guerres épuisantes, l'une en Espagne et l'autre sur les terres orientales. Une armée fatiguée doit repartir au combat contre le rebelle Spartacus attaquant les réserves de blé de l'Italie. Le Sénat demande au préteur romain Glabrus de mater l'ennemi. Capturé, il rapporte auprès de l'Assemblée les revendications de Spartacus. Il justifie sa défaite militaire par une phrase révélatrice « Ce n'étaient que des esclaves ». Et si le mépris de l'élite romaine pour l'opposition représentait le symbole d'un mépris de classe et contribuait à sa propre décadence. Crassus succédera à Glabrus avec la ferme intention de faire du rebelle un exemple. Tandis qu'il discute avec ses généraux, il donne la marche à suivre. Nous ne devons pas seulement tuer Spartacus, nous devons tuer la légende de Spartacus. En 71 avant Jésus-Christ, Crassus réussit à vaincre l'armée de son opposant à la bataille de la rivière Siller. Plus de 12 000 rebelles sont tués et Spartacus meurt sur le champ de bataille d'un coup de lance dans la cuisse. La dernière partie du film de Kubrick met en scène la crucifixion fictive de son personnage principal. En revanche, il est vrai que 6 000 esclaves survivants furent crucifiés sur la Via Appia entre Capoue et Rome. Si Spartacus disparaît, les dissensions internes à la République perdurent. Si Crassus remporte une victoire militaire, son pire ennemi n'est autre que le sénateur Gracchus. Ce dernier représente les travers de la République. À la sortie du Sénat, il échange avec le jeune Jules César. La République que nous servons est une veuve très riche. Tous les Romains l'aiment comme leur mère, mais Crassus rêve de l'épouser et éventuellement de la prendre de force, déclare Gracchus. Le sénateur pointe les multiples tentatives de coup d'État dont fera l'objet Rome à de multiples reprises au cours de son histoire. En effet, la République peine à se stabiliser par des luttes incessantes de pouvoir. Gracchus récupère un poulet et dit vouloir procéder à un sacrifice en faveur de la réussite de Glabrus contre les insurgés. « Je te croyais sceptique en ce qui concerne les dieux », note César surpris. « En privé, je ne crois aucun d'entre eux, mais en public, je fais semblant d'y croire », rétorque Gracchus. Le sénateur agit en véritable sophiste, c'est-à-dire qu'il essaie de convaincre son interlocuteur en tenant des propos auxquels il ne croit pas. Gracchus dit à qui veut l'entendre ce qu'il veut entendre. L'objectif d'une partie de la classe politique romaine consiste à persuader la population de son engagement auprès d'elle pour mieux la dominer. Gracchus distingue la parole publique de sa pensée véritable. Dans un monde polythéiste, il raisonne en réalité en athée. Au cours d'un repas avec le marchand d'esclaves Batiatus, celui-ci lui fait remarquer son train de vie luxueux. Gracchus affirme « Nous aussi nous aurions tendance à être corpulents, j'en suis fier, car la corpulence rend l'homme raisonnable, plaisant et philosophique. As-tu remarqué, Batiatus, que les tyrans les plus cruels ont toujours été des personnes maigres ?» Le sénateur justifie son mode de vie par opposition aux dirigeants précédents. Batiatus pointe pourtant ses travers. Il dévoile les travers d'une élite romaine réfugiée dans l'abondance de nourriture, de faste, de femmes volages et d'hommes obnubilés par leurs ambitions personnelles. En réalité, la révolte de Spartacus révèle les failles de la République romaine. Un mépris de classe sous-estimant l'adversaire à combattre, les multiples tentatives de coup d'État, le discours sophiste de certains sénateurs et le train de vie luxueux mené par une élite déconnectée de la réalité vécue par le peuple. Spartacus de Stanley Kubrick n'est donc pas une œuvre à la gloire de Rome, mais un témoignage de son propre déclin à venir. Sorti en 1963, Cléopâtre demeure une production historique dans tous les sens du terme. Le film de Joseph Mankiewicz marque un tournant dans l'histoire d'Hollywood. D'un budget record de 44 millions de dollars, Cléopâtre représente la dernière chance du studio 20th Century Fox de relever ses comptes avant la faillite annoncée.
Des dizaines de milliers de figurants, des décors reconstitués, un cinéaste expérimenté en la personne de Rouben Mamoulian, un casting de stars, Elizabeth Taylor dans le rôle de la reine d'Égypte et Richard Burton dans celui du Romain Marc-Antoine. Pourtant, une succession d'imprévus met en péril le projet. Le réalisateur engagé initialement renonce sous la pression. Elizabeth Taylor souffre d'une méningite suivie d'une pneumonie et Richard Burton, marié, tout comme sa partenaire à l'écran, tombe amoureux de l'actrice principale et la presse médiatise cette relation. Le tournage dure 2 ans et demi. Le producteur Daryl Zanuck réduit la durée du long-métrage à 4 heures sous la consternation du réalisateur Mankiewicz. Lors de sa sortie en salle, Cléopâtre est éreinté par la critique. Le studio 20th Century Fox peinera à se redresser financièrement de cette déconvenue. Le genre du péplum sera progressivement délaissé avant de connaître une renaissance 35 ans plus tard avec Gladiator. L'action de Cléopâtre se déroule en 48 avant Jésus-Christ. Après la bataille de Pharsale opposant les troupes de César à celles de Pompée, le consul César, interprété par Rex Harrison, contemple les ravages causés par la bataille. Pour lui, il ne s'agit pas d'une victoire. L'introduction du film pose clairement le sujet central de l'œuvre, l'affrontement de Rome contre Rome. Pompée, fidèle allié de César dans l'élection de ce dernier au Sénat, rejoint le camp adverse des conservateurs dès la mort du consul Crassus en 53 avant Jésus-Christ. Ainsi, le partenaire d'hier devient l'ennemi du présent. L'année suivante, César mène la guerre des Gaules contre Vercingétorix tandis que Pompée est nommé consul unique par le Sénat pour rétablir l'ordre. De retour à Rome après sa victoire, il apprend qu'il est déclaré ennemi public. Dès lors, il ne cessera de combattre Pompée et ses troupes à Lérida en 49 avant Jésus-Christ en Espagne, puis à Pharsale en 48 avant Jésus-Christ. Son ennemi prend la fuite et part se réfugier en Égypte auprès du pharaon Ptolémée XIII. César débarque sur place. La guerre civile perdure en Égypte entre Ptolémée et sa sœur Cléopâtre. Arrivé à Alexandrie, il explique devant le pharaon la raison de sa venue. « Je suis venu au nom de Rome pour demander pourquoi la reine Cléopâtre a été déposée, pour aplanir les difficultés entre elle et le roi Ptolémée et m'assurer qu'ils recommencent à régner paisiblement tous deux sur l'Égypte, déclare César. En guise de réponse, le pharaon lui présente la tête tranchée de Pompée. Profondément ulcéré par cet assassinat d'un noble romain, César prend le parti de Cléopâtre contre son frère. Le film montre une reine d'Égypte sûre de ses charmes avec une forte personnalité. Face aux Romains, elle affirme qu'il vient pour s'accaparer le territoire. Rome a toujours désiré de l'Égypte l'or, le grain, nos trésors. La puissance romaine bâtit sur les richesses d'Égypte. Cléopâtre regarde d'abord César comme un envahisseur. Décrite par les généraux romains comme une intellectuelle, elle va exercer stratégiquement une domination sur lui. César exclura Ptolémée XIII d'Alexandrie au cours d'un simulacre de procès, restitue le trône d'Égypte à Cléopâtre, s'agenouille le jour de son couronnement et la fait venir à Rome en 46 avant Jésus-Christ. Dans le film, nous contemplons une statue édifiée à la gloire de la reine d'Égypte à Rome. Pourtant, cette ode à la gloire de Cléopâtre contribue à l'expression d'une hostilité croissante d'une partie des Romains et des sénateurs. Pline la surnommera la Regina Meretrix, littéralement la reine putain. Les partisans de Pompée refusent la défaite. Rome regarde César comme un Romain tuant un autre Romain et épousant une barbare. Une question se pose. Qui gouverne Rome? Est-ce César ou Cléopâtre? Dans le film, un homme semble mener la rébellion intellectuelle contre César. Il s'agit de Cicéron. Il affronte dans une jaute verbale Marc-Antoine, au pied du Sénat, et pousse Brutus à assassiner le dictateur. Si Cicéron soutient la cause de Brutus, il n'est en réalité pas entré au Sénat lorsque César était au pouvoir et n'a joué aucun rôle dans l'événement. Poignardé par des dizaines de sénateurs le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, le coup fatal, rapporte Suétone, aurait été porté par Brutus. Les derniers mots prononcés par le dictateur auraient été les suivants. « Toi aussi, mon fils ». Toutefois, l'un des partisans de César survit. En effet, le consul Marc-Antoine soutient la reine d'Égypte ainsi que son fils Césarion, enfant officiel du défunt. Lorsqu'elle pénètre en triomphe à Rome, Marc-Antoine déclare «
Rome n'a rien connu de pareil depuis Romulus et Rémus. Après la mort de son mentor, il affirmera vouloir traquer des traîtres et remettre la capitale en ordre. Cependant, Marc-Antoine se heurte à Octave, petit-neveu de César, adopté par testament par le dictateur. Pour ce dernier, Marc-Antoine est un homme sous influence de l'égyptienne, comme le relate la propagande d'Octave en 35 avant Jésus-Christ. Une nouvelle fois, le successeur de César cède au charme de Cléopâtre. L'histoire se répète. Filmée dans son bain, la reine d'Égypte demande à rencontrer Marc-Antoine uniquement sur le sol égyptien. En souhaitant nouer une relation avec elle, il escompte devenir l'égal de César, s'agenouille devant elle et l'épouse selon les rites égyptiens. Marc-Antoine agit selon les réflexions de Cléopâtre. Les sénateurs restés à Rome ne manquent pas de railler cette nouvelle idylle. Marc-Antoine se voit assimilé à la faiblesse de César. Son itinéraire s'inscrit dans la répétition des mêmes événements. Devant les membres du Sénat, Octave révèle le testament de Marc-Antoine et le lit à voix haute. Quand Marc-Antoine sera mort, il souhaite être inhumé dans sa chère Alexandrie, en Égypte. Octave désigne à la foudre l'ennemi à abattre. S'engage alors une nouvelle guerre en 32 avant Jésus-Christ. Octave et Marc-Antoine s'affrontent lors de la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Le premier l'emporte sur le second. L'élément décisif sera la négociation de la reddition des forces d'Antoine. Le film présente Marc-Antoine quittant la bataille pour retrouver Cléopâtre. Pourtant, Octave lui a fait épouser sa sœur Octavie en 40 avant Jésus-Christ. Pour la population romaine, délaisser une femme romaine au profit d'une égyptienne équivaut à un affront. Défait de la victoire d'Octave, Cléopâtre et Marc-Antoine se suicident. Le film de Joseph Mankiewicz développe la scission entre l'Empire romain occidental et l'Orient. Cléopâtre cristallise l'hostilité de Rome. Brutus et ses alliés lutteront contre César, comme Octave contre Marc-Antoine. Une femme sera donc l'élément central de la lutte de Rome contre Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Plus que tout, amour et politique représentent une association déterminante pour comprendre l'évolution de la République vers l'Empire. À la suite de l'échec cuisant au box-office de Cléopâtre en 63, puis de la chute de l'Empire romain l'année suivante, les studios hollywoodiens délaissent la production de péplum. Trop coûteux, pas assez en phase avec les demandes du public contemporain. Toutefois, le réalisateur Ridley Scott décide de remettre en avant ce genre cinématographique en 2000. Dans Gladiator, le cinéaste modernise la mise en scène de l'Antiquité romaine au cinéma en filmant de manière télévisuelle les combats des gladiateurs dans l'arène et en utilisant des fonds bleus pour recréer le 2e siècle de notre ère. Si son scénario relève de nombreuses inexactitudes historiques, Gladiator contribue à donner un nouvel essor au péplum. Le film connaît un important succès au box-office mondial avec plus de 460 millions de dollars de recettes. De plus, il remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Russell Crowe. Le public éprouve un nouvel intérêt pour l'Antiquité que les studios ne manqueront pas de saisir. Avec la réalisation de Troie en 2004, d'Alexandre en 2005 ou encore de 300 en 2007. En 180, le général romain Maximus Decimus Meridius engage la bataille le long du Danube contre les Marcomans, un peuple germanique contre lequel l'empire de Marc Aurèle luttera entre 166 et 180. En bandeau introductif, le film de Ridley Scott contextualise le cadre dans lequel se déroule le récit. Au fait de sa gloire, l'empire romain était vaste. Il s'étendait des déserts de l'Afrique au nord de la Bretagne. Un quart de la population du monde vivait et mourait en subissant la loi des Césars. L'hiver de l'an 180, les 12 ans de campagne de Marc Aurèle contre les tribus barbares de Germanie s'achevaient. Un seul bastion empêchait encore la victoire romaine et la promesse de paix à travers l'Empire. Au cours du IIe siècle, Rome subit les incursions des peuples d'Europe orientale le long du Danube. Dès l'accession au pouvoir de Marc Aurèle en 161, la menace extérieure s'accroît. Les Parthes envahissent l'Arménie tandis que les barbares et les Quads progressent en Italie du Nord. L'empereur ne cesse de lutter tout au long de son règne contre les envahisseurs. Si Maximus n'est pas un personnage historique, il s'inspire des généraux réellement existants, Macrinus et Aetius. Au cours d'une bataille au cœur d'une forêt proche du Danube, Maximus remporte l'ultime affrontement contre les Marcomans.
Marc Aurèle, spectateur, regarde l'exploit de son fidèle général. Commode, son fils, arrive après la bataille. Ambitieux, il attend avec impatience sa nomination d'empereur de Rome. Marc Aurèle, affaibli et proche du trépas, loue les qualités de Maximus au détriment de son fils biologique. Une jalousie naissante nourrira la suite de l'intrigue. Maximus devient le confident de Commode ainsi que de son père. Face à lui, Commode souhaite nouer une alliance pour, je cite, « sauver Rome des politiciens », explique-t-il. Le vainqueur répond simplement sa volonté de rentrer chez lui. Par la suite, il retrouve Marc Aurèle sous une tente. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demande l'empereur. « Pour la gloire de l'Empire », affirme Maximus. En lui montrant une carte du monde, Marc Aurèle se confie sur son règne. « Pendant 25 ans, j'ai conquis les terres et fait couler le sang pour étendre l'Empire. Depuis que je suis devenu César, je n'ai connu que 4 ans sans guerre. 4 ans de paix sur 25. Et pourquoi ? J'ai brandi le fer, rien de plus. » Maximus conteste l'idée de voir ces hommes mourir pour rien. « Qu'est-ce que Rome, Maximus ?» interroge à nouveau Marc Aurèle. « Comment le monde va-t-il prononcer mon nom à l'avenir ? Vais-je passer pour un philosophe, un guerrier, un tyran, ou parlera-t-on de moi comme l'homme qui a enfin rendu Rome à elle-même ? L'histoire retiendra sa philosophie à travers un ouvrage majeur du stoïcisme, Pensée pour moi-même. Considérant Maximus comme son fils, l'empereur demande à celui-ci de protéger Rome à sa mort. Il faut rendre le pouvoir au peuple et en finir avec la corruption qui l'a fait dépérir, ajoute-t-il. Maximus refuse. Commode n'est pas un homme de morale, tu es le fils que j'aurais dû avoir. Dans cette scène, en partie fictionnelle, un élément semble véridique. Marc Aurèle connaissait les défauts de son fils, mais a maintenu son choix pour éviter une querelle de succession. La scène suivante met en scène un échange entre Commode et son père sous une tente. « Tu ne seras pas empereur, je vais passer mes pouvoirs à Maximus. Rome va être une république à nouveau. » Profondément vexé et déçu de ne pas être le fils espéré, Commode enlace et étrangle son père. Il n'existe aucune preuve que l'empereur Marc Aurèle ait été assassiné par Commode. Dès lors, ce dernier devient le nouveau dirigeant de Rome. Face au fils de cœur, Maximus, le fils biologique s'affirme comme le seul maître et trahit la dernière volonté de son père. Le général victorieux est arrêté en vue d'une exécution. Le prisonnier s'évade, découvre sa famille massacrée, puis, acheté par un marchand d'esclaves, devient gladiateur à Rome. Accueilli en héros, Commode pénètre à l'intérieur de la capitale avec sa sœur. L'empereur accuse les sénateurs de mener une vie luxueuse déconnectée de la réalité vécue par le peuple. Il affiche sa volonté de dissoudre l'Assemblée et organise des jeux dans le Colisée en la mémoire du défunt. Pour sa sœur, Lucilla, Commode affame sa population par des divertissements au coût astronomique. Le Sénat, représenté à l'écran par le personnage de Gracchus, regarde avec défiance la tentative du nouveau dirigeant de museler les politiciens. En régnant tel un tyran, Commode pense se faire aimer du peuple. La grande histoire retient de lui ses vices et sa brutalité. Il tue une de ses sœurs et couche avec une autre. Lucilla conspire contre lui. Commode se mesure véritablement au gladiateur. Le personnage fictif de Maximus l'affronte dans l'arène. Si l'ancien général tue l'empereur, ce dernier fut en réalité étranglé en 192 dans son bain par un gladiateur rallié à la conspiration d'une partie de son entourage menacé. Gladiator perpétue ainsi le grand récit d'un Marc Aurèle philosophe et d'un Commode sanguinaire. Avec la mort de ce dernier, Rome entame son lent déclin. De la fin du IIe siècle à l'an 476, la puissance de l'Empire romain s'épuise. L'anarchie domine à l'intérieur de ses frontières, tandis que les barbares menacent à l'extérieur. Les empereurs qui se succèdent sont souvent assassinés par leurs concurrents. La peste diminue drastiquement la population. Au IIIe siècle, une nouvelle dynastie impériale, les Illyriens, fondent une tétrarchie, c'est-à-dire un gouvernement composé de 4 dirigeants. Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin structure l'empire autour du christianisme, nouvelle religion d'État. Pourtant, le territoire se divise entre l'Orient, dirigé à Constantinople, et l'Occident, dont le centre se déplace de Rome à Milan. En 410, les Visigoths s'emparent de Rome et la saccagent. Bis repetita en 455, les Vandales la pillent. Le général Germain Odoacre, vainqueur du dernier empereur,
transfère en 476 les insignes impériaux de Rome vers Constantinople. Ainsi s'achève la grande histoire millénaire de l'Empire romain d'Occident. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.